ce workshop, il sera demain matin à 9h30, je crois, en salle 3005, dans ce bâtiment. C'est le workshop organisé par le groupe Archival City, dont vous voyez la baseline derrière moi, relier les passés et les futurs urbains. Et juste pour dire que le groupe de recherche Archival City se sent en fait très bien dans ces Future Days et très bien aussi dans cette future université Gustave Eiffel, parce qu'on a le sentiment, très sincèrement, que est en train de s'opérer, pourra s'opérer, cette fameuse rencontre entre le monde de ceux qui cherchent à rendre intelligibles les villes d'hier et ceux qui construisent les villes d'aujourd'hui et de demain. Et Archival City, c'est ça. Archival City, c'est d'abord une conviction. La conviction, c'est que ce qui fait la ville, ce qui fait urbanité, ce qui donne sa qualité à une ville, c'est le patrimoine. Au sens très large, ce que les anglo-saxons appellent heritage. Je suis content que Patrick Boucheron n'ait pas cité Marcel Roncaiolo, donc je vais pouvoir le faire. Cette fameuse formule du grand géographe et historien Marcel Roncaiolo, les villes, ce n'est rien d'autre que du temps consolidé. Et voilà. Et donc c'est du temps consolidé, mais c'est aussi c'est des discordances de temps, c'est des concordances de temps. Et un citadin, y compris non-historien, y compris non-urbaniste, y compris un quidam, un passant, quand il évolue dans une ville, quand il vit dans une ville, il fait l'expérience de ces concordances et de ces discordances de temps. Et un architecte, un urbaniste, un aménageur, c'est jamais que quelqu'un qui cherche à rendre harmonieux ces discordances et ces concordances. Une conviction, donc, aussi une intuition. L'intuition, c'est que pour refaire de la ville, refaire de l'urbain, réparer les centres-villes, enfin tout ce vocabulaire que l'on connaît, il faudra de plus en plus intégrer cette longue durée dans la ville durable de demain, pas en fétichisant quelques monuments totems, comme l'a dit Patrick Boucheron tout à l'heure, mais au contraire en allant puiser dans le passé d'autres futurs possibles. C'est cette fameuse fonction émancipatrice de l'histoire et non pas intimidante ou on n'est pas des censeurs. On est là pour ouvrir le champ des possibles de l'avenir. Le constat, c'est que le monde de ceux qui appréhendent et connaissent les villes d'hier et le monde de ceux qui construisent les villes de demain, la déconnexion est encore trop forte et que donc il faut construire des ponts entre ces deux mondes. Un pari, c'est que l'université Gustave Eiffel pourrait devenir ce fameux pont suspendu entre passé, présent et futur des villes, et que plus encore, que cette vocation pourrait offrir à l'université Gustave Eiffel une singularité au milieu de la grande foire des smart cities et des villes connectées. Parce que l'université Gustave Eiffel arrive sur un marché qui est déjà presque saturé. Donc, soit on réutilise des concepts qui sont déjà un peu lessivés et un peu usés, soit on essaye d'apporter notre marque. Il se trouve qu'ici, effectivement, on a une grande diversité d'acteurs, il se trouve qu'on a des sciences humaines, et il se trouve qu'on peut, par exemple, rappeler qu'une ville intelligente, c'est d'abord une ville qui n'est pas amnésique. On ne peut pas être intelligent si on est amnésique. Qu'une ville connectée, c'est une ville qui est aussi connectée à son passé. Qu'une ville résiliente, c'est une ville qui est capable de tirer des crises du passé un répertoire d'actions ou de solutions pour les crises d'aujourd'hui et de demain. Une inquiétude aussi qui concerne Paris, mais qui concerne en fait toutes les grandes villes mondiales, c'est que la stratégie touristique, qui est un choix de beaucoup de grandes villes sur la planète, la mise en tourisme des centres urbains, des grandes métropoles, risque d'entretenir justement la confusion entre héritage et monument, entre patrimoine partagé et attraction touristique. Et Archival City est aussi là pour rappeler que le patrimoine, c'est aussi le patrimoine ordinaire, c'est aussi la culture populaire, c'est aussi les savoirs urbains et citadins de tout le monde, c'est aussi l'entretien du bâti. Voilà. Une méthode, Archival City propose une méthode. Cette méthode, c'est de repartir des sources, c'est-à-dire des archives. Constater que, en fait, beaucoup d'aménageurs, d'architectes cherchent, et aujourd'hui ont dans leur cahier des charges, cherchent à se pencher sur les passés des morceaux de ville qu'ils ont à réparer ou à aménager.
hein. Ils doivent le faire. Mais la différence avec les historiens et les archivistes, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Hein. C'est ce qui nous rappelle le plus souvent. Ils ont des appels d'offres, ils ont des temporalités qui sont courtes. Et donc c'est à nous, historiens et archivistes, experts du temps long et du passé, de mettre à disposition, de construire les outils pour mettre à disposition ces archives des passés urbains, à disposition donc effectivement de ceux qui construisent les villes du présent. Mettre à disposition, c'est pas simplement et c'est pas d'abord digitaliser la documentation, c'est d'abord l'identifier, la localiser, l'indexer et donc la rendre cherchable et trouvable. C'est le pari de Archival City. Pour ça, Archival City travaille sur 6 terrains, qui sont 6 questions qui se posent aux grandes villes et 6 questions qui se posent à ces questions d'archives. Le Grand Paris, avec la question de la métropolisation. Une ville, c'est une société dont les limites évoluent en permanence. Voilà. Et donc, la question des archives, de ces limites et de ces souverainetés qui se modifient en permanence, doit être posée, doit être travaillée. Jérusalem, avec la question des langues. Une grande ville, c'est un endroit, c'est une société où les gens parlent plusieurs langues, et parfois une dizaine de langues, et parfois écrivent et archivent plusieurs langues. Voilà, une ville, généralement, une grande ville, ça n'est pas un ensemble uniglotte. Donc il faut travailler cette question des langues, et donc cette question des archives dans plusieurs langues, et il faut trouver des moyens de décrire ces archives dans différentes langues. Alger, avec la question des archives coloniales ou des archives déplacées. Beaucoup de villes dans le monde n'ont pas leurs archives, tout simplement parce qu'une grande partie de leur histoire a été gouvernée par des souverainetés qui étaient en dehors de leur territoire national actuel. Et donc les ingénieurs d'Alger, aujourd'hui, s'ils veulent connaître les sous-sols, y compris les réseaux techniques, ils doivent aller à Aix-en-Provence, par exemple. Hein. Donc voilà, la question des archives en contexte colonial. Bologne, avec la question de la très longue durée et la question du mirage, justement, pour le coup, de la continuité sémantique, c'est-à-dire qu'on a des archives qui remontent parfois à 8 ou 10 siècles, avec les mêmes mots, mais qui ne veulent plus dire les mêmes choses. Donc ça pose des problèmes aussi d'indexation et de réindexation. Chiang Mai, en Thaïlande, avec la question de l'architecture éphémère et végétale, c'est-à-dire rappeler que le patrimoine, par exemple en contexte asiatique ou dans le contexte africain ou en Iran avec les villes en terre, le patrimoine, ça n'est pas seulement du minéral. Voilà. Le patrimoine, ça peut être aussi du végétal, ça peut être aussi de la ville végétale qui se reconstruit en permanence. Et le patrimoine, là du coup, on comprend immédiatement que c'est d'abord du savoir et de la culture, y compris des savoirs techniques qu'il faut savoir transmettre et donc il faut savoir d'une certaine manière archiver au sens large. Et puis Quito, c'est le dernier terrain et la dernière question, c'est la question des désastres, des ruptures, des catastrophes et des résiliences urbaines et évidemment d'un usage très particulier des archives dans ce cadre-là. Donc voilà, venez nombreux, c'est demain à 9h30 et on vous parlera d'un petit peu tout ça de façon un petit peu plus concrète et un petit peu plus tranquille. Merci. Donc effectivement, j'ai de nouveau cette lourde tâche, mais voilà, de faire court, concis et de vous intéresser à la thématique des risques et des crises, donc qui est le thème du workshop de cet après-midi. Il est organisé par Urbarisk Lab, qui est un des 5 tremplins financés par le programme ICIT Futur. Et il fait évidemment totalement écho, voilà, à ce qui a été entendu ce matin, notamment lors de l'intervention de Patrick Boucheron. Donc les risques urbains, c'est en fait une conciliation permanente entre héritage et anticipation, et on est plutôt dans une analyse du temps présent. Quand on dit risque, évidemment, il y a différentes acceptions du mot risque. Moi, je l'entends toujours comme un assemblage qui est sur le territoire et un territoire considéré comme palimpseste. Alors, il y a un historien et urbaniste dont on n'a pas encore entendu parler et que j'aimerais convoquer. Donc, c'est André Corbeau qui parle du territoire comme palimpseste et on peut dire que les risques sont un actant ou un acteur de ce palimpseste. Donc, pour vous expliquer que les risques urbains, c'est pas seulement de la technologie, mais c'est de l'humain, c'est un mélange d'humain et de technique.
pour faire la liaison aussi avec la conférence de Madame Saloff-Coste ce matin de la ville de Paris. Elle parle de défis urbains, mais finalement, il s'agit vraiment, si je le traduis dans les mots de la discipline risque et crise, il s'agit véritablement de risques urbains, et j'ai le plaisir donc de voir qu'ils sont totalement à l'agenda. Enfin, je le savais déjà, mais ça le confirme. Et en fait, ces thèmes sont travaillés au sein de ce workshop et du projet URL. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que ce projet URL ? Voilà. Urban Risk Lab, c'est donc un financement pour 4 ans. Ça a été lancé en septembre 2018. Il y a toute une équipe projet qui travaille, et surtout ce qu'il faut retenir, c'est la taille du consortium. Il y a en ce moment 33 laboratoires ou composantes de recherche qui sont membres de URL. Ça signifie 137 chercheurs dans des disciplines différentes qui vont vraiment des sciences humaines, les humanités, jusqu'aux sciences fondamentales, en passant par toute une diversité de sciences de l'ingénieur. Je trouve qu'effectivement, on n'a pas assez d'historiens dans le consortium. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils deviennent un peu plus actifs. Voilà. Donc, quels sont les objectifs ? Il s'agit en fait de construire une sorte de centre pluridisciplinaire sur les risques et les crises, de créer une communauté qui travaille de façon interdisciplinaire. L'originalité, c'est vraiment d'étudier les risques et les crises dans tout leur continuum, donc en articulant les phases anticipation, risque, crise, et voir la post-crise, donc le retour à la normale, si tant est qu'on peut revenir à la normale une fois qu'il y a eu des catastrophes, qui résonnent de façon multi-risque et multi-échelle. Par ça, on essaye de développer avec URL une méthode innovante qui construit un dispositif qui va permettre de rapprocher les disciplines, les chercheurs, et d'avoir en même temps une mise en connexion avec des différents partenaires socio-économiques, qu'ils soient publics, privés, ou d'autres centres de recherche aussi à l'international. Donc l'idée, c'est de faire émerger des projets. Donc on se voit vraiment comme un lieu d'incubation qui permet de faire émerger des projets, des méthodes innovantes, et qui répondent aux besoins des partenaires en lançant différents stages, différents projets, etc. L'ADN du projet, donc, vous vous dites, mais comment est-ce qu'ils vont essayer de faire ça ? Donc, ils se centrent autour de mini-labs. Pour l'instant, le lieu d'animation principal de cette interdisciplinarité, ce sont les mini-labs. Comme on aura bientôt un site web, toutes les explications seront dessus, donc je vous invite et je ne m'attarde pas plus sur cette slide. Pour vous dire, notre méthode de travail, c'est vraiment l'idée que ces mini-labs sont des incubateurs de recherche, de projets, et ce sont le creuset des relations avec les partenaires, où toutes sortes de types de risques sont travaillés. On n'en privilégie aucun en particulier, et on essaie de faire des mises en connexion. Ce matin, il a été évoqué le risque archéologique. Eh bien, je pense qu'il n'était pas dans le spectre pour l'instant de ce qui est apparu. Je crois que ça peut être aussi intéressant de l'inclure. Donc, vous voyez au centre les mini-labs, en interconnexion avec les partenaires, du travail scientifique, bien sûr, du travail sur des données, et ensuite une approche collaborative, innovante, qui peut être de la recherche fondamentale jusqu'à de la recherche extrêmement appliquée, parce que certains des chercheurs sont dans la recherche très appliquée également. Juste pour vous donner on a défini pour l'instant au niveau du programme, on a commencé nos travaux par 4 mini-labs. Vous avez les intitulés là. Vous voyez qu'ils sont extrêmement transversaux, pas dédiés à un seul type de risque, parce que les questions de visualisation, elles sont à la fois présentes pour des risques d'inondation, pour des risques technologiques, pour des risques sociaux, de même pour les capteurs et usages, de même pour les analyses et traitements de données, et de même pour la question de la circulation de l'information en situation dégradée. L'originalité là, c'est que chaque mini-lab est animé par un binôme de chercheurs qui provient l'un des sciences humaines et sociales et l'autre des sciences dures ou sciences de l'ingénieur, pour être sûr que les questions qui sont travaillées à l'intérieur de ces mini-labs sont interdisciplinaires.
Donc hier, nous avons eu notre colloque URL plutôt en interne, parce que ça, voilà, il faut organiser tous les travaux. Et le workshop de cet après-midi, donc à 14h15, il est ouvert au public. Et l'idée de ces interventions et de ces intervenants qu'on a fait venir, l'idée c'est d'une part de faire venir des chercheurs extérieurs au consortium pour nourrir la réflexion avec des recherches de pointe. On leur a bien sûr demandé de suivre le fil conducteur et de parler entre héritage et anticipation. Et ils sont liés à chacun, ils vont nourrir chacun des mini-labs. Donc l'intervention de Caroline Rizza sur les réseaux sociaux numériques correspond au mini-lab Circulation de l'information en situation dégradée. La conférence de Remco Hunjet, je crois, de Wageningen, s'intéresse aux capteurs et usages, donc des capteurs qui sont les smartphones ou les réseaux de communication cellulaire. Ça, c'est sur les capteurs et usages. Ensuite, une conférence de Sarah Fabricante, donc de l'Université de Zurich, sur les questions de visualisation et comment est-ce qu'on peut intégrer l'incertitude dans les cartes de prédiction des catastrophes. Et enfin, la dernière conférence de Brice Laurent traite des modèles et des transformations de l'objectivité publique à partir d'une étude qu'il a faite sur la réglementation européenne des substances chimiques, qui s'adresse en particulier au mini-lab analyse et traitement des données. Voilà, c'est cet après-midi. Venez nombreux pour discuter de tous ces thèmes qui sont, je crois, donc, je suis sûre, faits par des conférenciers exceptionnels et qui permettront de vraiment nourrir la réflexion en matière de risques et de crise urbaine. Merci. Merci. Donc, je suis Franck Faucheux, donc je suis directeur d'innovation de Eiffage Aménagement et Eiffage Immobilier, mais en fait c'est tout le groupe Eiffage qui participe à cet accord cadre. Donc en fait donc d'une part 60 chercheurs, une bonne dizaine de laboratoires et puis 25 Eiffagiens qui travaillent sur un terrain de jeu commun qui est l'écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry. L'école centrale Paris a déménagé. Donc 20 hectares se libèrent et donc c'était l'occasion pour nous tous de faire un très bel écoquartier qui se veut être pour Eiffage un démonstrateur. Donc Eiffage en interne a mis en place un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Phosphore. Donc l'idée c'était c'est quoi les métiers d'Eiffage en 2050. Et donc un certain nombre d'idées, d'innovations opérationnelles se mettent en place. Mais forcément on se rend compte que très vite on reste un petit peu dans les mêmes carcans, dans les mêmes idées, dans les mêmes métiers. Et donc très vite on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être un peu s'entourer. Et il se trouve que l'université est venue nous voir en disant dans le cadre de l'ICIT Futur, en fait, ils cherchaient un partenaire industriel, ce que nous sommes, même si nous faisons la ville, et même si chaque bâtiment se doit d'être un petit peu unique et un contexte un peu unique, finalement, à chaque fois, finalement, on est quand même dans une reproduction un peu industrielle d'espaces publics, de routes, de bâtiments, etc. Donc l'idée, ça a été finalement de proposer ce terrain de jeu, donc de 20 hectares, à une soixantaine de chercheurs pour nous accompagner sur ce que nous faisons au quotidien, mais finalement en déplaçant un peu le curseur, en regardant un petit peu plus loin, en regardant un petit peu à côté, en allant voir un petit peu d'autres gens. Donc aujourd'hui, c'est 8 ateliers qui vont de l'atelier qui est pour nous le plus intéressant et le plus qui est le plus étonnant pour nous, c'est travailler avec les littéraires et l'histoire, ce qui nous repose beaucoup de questions sur la façon dont le mot, le langage pose des questions. On s'est rendu compte qu'en période préélectorale, finalement, la littérature pouvait encore faire peur. Donc on se rend compte finalement que c'est extrêmement intéressant, jusqu'à des métiers plus classiques. Donc notamment les questions qu'on a avec l'IFSTAR sur les questions du béton, ou du béton recyclé, ou du béton recarbonaté, ce qui fait que le béton aujourd'hui est un matériel finalement qu'il faudra utiliser avec beaucoup plus de parcimonie. Je fais le parallèle avec l'essence, finalement. Depuis que je suis gamin, on me dit « il n'y aura plus d'essence, on ne pourra plus conduire », mais plus on avance, moins les voitures consomment. Et donc finalement, les ressources de pétrole nous permettent d'aller plus loin. Le béton, ça peut être pareil, il faudra peut-être le mettre un petit peu moins partout, mais peut-être en tout cas aussi avoir un béton qui va économiser sur les ressources. Donc on a des ateliers donc forcément qui sont très, on va dire, classiques sur les matériaux. Et on a aussi des ateliers qui sont aujourd'hui sur les sujets de SMART. Alors E3S, SMART c'est pour Sober, Secure, Sustainable.
Donc, because I speak English very well. Et donc l'idée, c'est aussi de travailler sur l'ensemble de ces mots qu'on pourra aussi mettre un peu dans le vocable SMART. Donc il y a un atelier extrêmement intéressant pour nous sur la question des data, des données. On commence à mettre beaucoup d'outils, des BIM, des SIM, donc Building, Informative Modeling, City, faire le modeling. Et en fait, derrière, à côté de ça, on dit « Ah, avec votre smartphone, vous pouvez ouvrir vos volets ». Donc en fait, on se rend compte une sorte de gap entre les deux. Et on pourra peut-être certainement optimiser la ville. Ce qui pose la question de quelles données, à qui elles appartiennent, comment on les agrège, les anonymise, quels services à l'usager, aux citoyens, quel service à la collectivité. Donc 8 ateliers qui nous permettent d'aller un peu dans le fond des choses. Donc on va vous faire le retour tout à l'heure de 14h à 14h15 à 17h, à 16h quelque chose. Donc trois tables rondes. Déjà pour vous raconter l'histoire de ce mariage, qui n'a pas été si simple que ça. Moi, côté FH, je devais dire à mes collègues, ce n'est pas une commande, ce n'est pas un super bureau d'études. Donc en fait, ils vont vous proposer quelque chose qui n'est pas ce qu'on attend, mais qui va nous aider. Donc en fait, il y a eu... donc résultat, après, on a été tellement respectueux des problématiques des chercheurs, c'est que les chercheurs nous ont dit, vous nous dites rien, donc on ne sait pas quoi vous proposer. Donc ça a été assez intéressant, les 18 mois de co-construction des problématiques scientifiques qui répondent finalement à, derrière, un atterrissage opérationnel. Mais comme je vous le dis, opérationnel qui peut être très concret sur les questions de marché, ou alors qui peuvent justement un peu nous poser un petit peu d'autres questions. Donc on aura un premier... Enfin, on prendra le temps de refaire le tour de ce mariage qui est extrêmement important, qui nous importe côté FH pour qu'on puisse le répéter. Donc ce temps de la problématique scientifique qui se pose aussi sur de la littérature scientifique et après qui va dans les ateliers. Et après on va rentrer dans 3 ateliers en dur, donc l'atelier notamment sur l'histoire et la littérature. On va rentrer aussi bien sûr sur la question là, de la recarbonatation des bétons et un peu des bétons. Et j'oublie une dernière table ronde. Il y a une 3e table ronde qui est vraiment formidable. Il faut vraiment venir la voir. Voilà. Donc je vous invite à venir voir ce partenariat qui est le premier côté EFAGE avec université. Et puis surtout d'avoir 60 chercheurs. Avec des problématiques scientifiques. Donc pour nous, c'est des docs et des post-docs, donc, et qui vont des fois sur l'infiniment petit. Hier, j'étais avec des chercheurs, on regardait sur la question des îlots de fraîcheur, donc des tests qu'on a sur un tout petit bout comme ça de bitume, et on voit comment ils reproduisent, si on l'arrose, etc. Mais qui derrière, pour nous, sont des questions complètement concrètes sur l'ensemble. Donc vous allez voir des binômes, des chercheurs et des éphagiens qui pour l'instant s'entendent bien. Donc on a réussi à se comprendre en termes de vocabulaire. Aujourd'hui, on travaille quasiment quotidiennement sur l'ensemble. Et pour 3 ans, alors 3 ans c'est court en termes de recherche, c'est à peine un postdoc, c'est pas une thèse. Donc on se dit, enfin ça peut être des thèses, mais il faut quand même, c'est étudiant très voilà, donc, mais en tout cas, on espère que c'est le premier accord cadre qui en suivra d'autres. Et certainement, j'espère, sur d'autres sites que Châtenay-Malabry. Voilà, merci beaucoup. À tout de suite pour cet atelier. Merci. So I make the introduction in English. So in this special session, which will be tomorrow morning at 9:30, so the main focus will be on water, which is an important resource, and we will see through a couple of examples its implication on energy and also on soil, which are also other important resources. So we start learning from history, so we will see through a couple of examples how we can learn from quite recent history, in the 60s, and how we can come up with some actions through innovations. These innovations cannot be only technological innovations, but also behavioral innovations and even political innovations. So we will go through a couple of examples taking advantage of international experts who will be with us from those different places, from Singapore, from the Netherlands, from Egypt, from USA, in order to address some illustration about what is going on in this frame. So we have made this choice to structure into geographical specifics. So, for example, we will see one example. This is just to give you a flavor about what went quite recently in Singapore. So this is a picture of water rationing in Singapore in the 60s.
So it's quite recent history, and today Singapore became a major player in water technologies, and this has also some historical and geographical reasons because of the specifics of Singapore. And here another quite famous sentence is that this little red dot is the nickname of Singapore because it's just a 50-kilometer diameter territory at the south of Malaysia, which means that they rely on Malaysia for water resources, and they have to do something, and they developed the desalination of seawater and recycling of water, which makes a quite great economic impact and also a lot of job opportunities. So this is a first example. So in terms of innovation, so innovative solutions. So land reclamation, because of this small space, so Singapore went into the land reclamation, and a lot of territory is gained through the sea. And this is one example of Semakau Island, in which the innovation is not only on land reclamation, because they are using also solid waste in order to build this land. And in the same time, this island is used as a pilot for research to make, for example, micro-smart grids. So we will learn about this specific example of what is being done in Singapore. We will see other examples with specific geography constraints, like what is being done in Netherlands, some specifics about USA, the consequences of intensive agriculture, how it has an impact on the interior lakes, and how technology can help somehow in having reasonable use of chemical fertilizers. So this is just an illustration of another innovation. The largest floating photovoltaic panels is also driven because of the lack of land resources. So, and fortunately in Singapore there is not too much wind, unfortunately, because there is not opportunity to make other technology taking advantage of wind, but they could implement this floating photovoltaic panels. Okay, so now if we anticipate for the future, so how about so there are a lot of consequences of climate change. One of them is the water scarcity. So this is a map of water scarcity, global map, and the map of solar irradiation. So unfortunately things will not become better in the next decades. So how about looking for local and decentralization production of water, rather than just producing energy. So how about a solar panel that can produce water in the same way that a photovoltaic can produce energy for local use? So this is among the innovations that we will discuss, that are already implemented in some part of the world where there is no other resources than the water which is available in the atmosphere. And fortunately, most of the water of the atmosphere is not related to rain, but 98% is in vapor. So there is still a wide reservoir of water that can be collected. So we will go through all these innovations and much more, because of specifics of Paris, heat waves will be also discussed. And all these topics are listed. So we'll have international speakers. So with Professor Achulio from NTU Singapore, Professor Remco Urecht from Wageningen Universities, Professor Daniel Vessens from PSL in Paris. And in our discussion panelists include also another contributor from Singapore, more specifically on the topic of energy, a contributor from the city of Paris, from Suez environment, and regard from Egypt also. Unfortunately, Dia Khalil could not make it, but he will be represented by one of his colleagues. So we also have a distinguished guest, Professor Chan Hong Sui. He is chairing the Chair Blaise Pascal, funded by the Fondation ENS. And the topic of his chair is understanding the city metabolism with nanosensors. So please come and visit us tomorrow morning.
Thank you.